Et bonne année à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13e épisode des UBBistes. Nous sommes ravis de vous accueillir, vous qui êtes en tête du top 14 pour bien commencer cette année 2025. Je suis accompagné de l'homme qui a donné de la voix à Jean Bouin ce samedi et qui a des acouphènes après avoir passé le match à côté des United BB. Salut Yann. Salut Cyril, bonne année à tout le monde. Ouais, c'était une ambiance incroyable au stade. Ils ont vraiment mis une ambiance de folie. Et après, quand j'ai revu le match, tu t'entends énormément le. Et puis tu vois les trois quarts du stade se lever sur les essais de Bordeaux, donc un Jean moins quand même acquis à la cause de l'UBB. Bon bah j'imagine que t'es heureux en ce début d'année. Ah oui, très heureux. Très 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 bon match. Et c'était vraiment sympa. Premier match à Jean-Bouin, un bon petit stade, très sympa. Bah écoute, on va pouvoir discuter de tout ça dans cet épisode. Et avant de commencer d'ailleurs, un grand merci à vous tous qui êtes toutes les semaines un tout petit peu plus nombreux à nous écouter. Si ça vous intéresse, vous étiez à peu près 700. Enfin, on a eu 700 écoutes la semaine dernière pour être précis. Donc merci à tous et on espère que le contenu vous plaît et n'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des choses qu'on pourrait ou devrait améliorer ou qui vous gênent pendant l'écoute, on ne sait jamais, à nous les envoyer, que ce soit sur notre compte Instagram ou sur notre compte X. Voilà, on a créé des comptes pour que vous puissiez nous faire vos retours. En tout cas, merci beaucoup. Et au programme de cet épisode garanti sans chat GPT, on revient sur un agenda classique. Donc d'abord, on revient sur la victoire bonifiée à Paris ce week-end avant de faire une pause pour jeter un œil à ce beau classement du top 14. Place ensuite à la Champions Cup avec Léo de la page Alter Rugby sur X qui va nous présenter l'équipe d'Exeter que nous défierons ce samedi après-midi avant de traiter de l'actu du club et de vous rappeler aux bons souvenirs d'un ancien du club. Mais tout de suite, retour sur le match de samedi. Quand tu gagnes, tu perds, bon évidemment il vaut mieux gagner le match. Mais qu'à la fin du match, putain, on a passé un bon moment quoi. Ce samedi à 16h30, l'UBB affrontait le Stade Français Paris à Jean-Bouin avec un 15 de départ qui comptait notamment les retours de blessures de Buros et Huberti et un banc majoritairement composé de joueurs en mal de temps de jeu qui avaient à cœur de se montrer. Et durant le premier acte, c'est d'abord l'indiscipline qui va empêcher les Bordelais de mettre en place leur jeu, mais on réussit quand même à tenir le coup grâce à une défense courageuse. Le carton jaune d'Ezeala pour un en avant volontaire va libérer un peu les espaces. Et si Huberti échoue d'abord à quelques centimètres de la ligne, c'est ensuite Ben Tapouai qui va franchir pour apporter le danger dans les 22 Parisiens avant qu'Adam Coleman inscrive le premier essai du match pour que l'UBB prenne la tête 7-6. Bastien Vergne-Taillefer va prendre son deuxième carton jaune de la saison et les artilleurs de chaque équipe vont ensuite s'occuper de faire gonfler le score à la mi-temps 12-13 pour l'UBB. Et comme souvent en deuxième mi-temps, nos joueurs vont planter des banderilles successives par Louis Bielbiaré puis Buros avant l'heure de jeu pour nous donner un peu d'air avant que Ward profite d'un bon break de Barré pour inscrire l'essai de l'espoir pour le Stade français. D'autant plus que Carbery sort pour 10 minutes pour un en avant volontaire à ce moment-là. Donc on commence à douter un peu, en tout cas nous en tant que spectateurs, même si on a forcément confiance désormais en la capacité de réaction de notre équipe. Et c'est Huberti, puis Boniface et Louis Bielbiaré qui vont ensuite éteindre les espoirs parisiens et alourdir le score 19-46 points de bonus ramenés de Jean-Bouin de l'extérieur. La semaine dernière, on disait que un point nous satisferait, qu'on serait heureux avec 4 points. Et finalement, c'est 5 points. On est aux anges. D'ailleurs, pour fêter ça, plutôt que de commencer par les points négatifs, on va se faire un petit plaisir et commencer par le positif. Et avant de commencer ces points positifs, peut-être un petit mot sur l'équipe adverse, sur le Stade Français, Yann. Ouais, donc pas de surprise. On a vu que c'est une équipe qui a essayé de changer un peu de logiciel et qui maintenant essaye de beaucoup jouer, parfois peut-être trop jouer. Et ils ont manqué énormément d'efficacité, contrairement à nous. Donc j'arrive pas à comprendre ce. J'ai pas l'impression qu'ils aient les joueurs pour faire ce changement de stratégie. Donc on voit des joueurs qui ont baissé de gamme. Ward, on le reconnaît plus trop. La charnière est pas au niveau. Il y a que un joueur que j'ai trouvé exceptionnel là, qui est Barré, qui a fait un beau duel avec
Ouais. notre Buros. Donc c'était un beau duel de 15 prétendants en équipe de France et c'était vraiment sympa à voir. Et c'est vrai que heureusement qu'ils l'ont parce que c'est à peu près tout ce qu'il y a quoi. Bah, c'est lui qui franchit 60 mètres sur le essai. Exactement. Et côté positif de l'UBB, toi d'abord tu mettrais en avant quoi? Et ben moi je mettrais en avant, je pense ce qui est positif depuis ces dernières semaines, qui est la conquête et notamment la mêlée. Je trouve que qu'on s'est vraiment amélioré et là en plus on avait vraiment à faire après Montpellier, c'était vraiment le gros test. Parce qu'en face, t'as quand même Allo Emile qui est le droitier du Stade français qui est probablement dans ce secteur un des meilleurs du top 14, si ce n'est le meilleur en mêlée fermée. Et après, t'as l'autre frangin à gauche. Donc voilà, on est tombé sur une cross première ligne et je trouve qu'on a fait plus que résister. C'est-à-dire que les mêlées étaient stables et on s'est même offert le luxe parfois d'avancer sur certaines mêlées. Donc là, je mettrai en avant notre capitaine, notre joueur emblématique, un peu historique, Jeff Poirot, qui a re-signé il y a pas longtemps, et c'est vrai qu'il est pas mal décrié parfois, mais c'est un joueur qui déçoit jamais là, en ce moment, et depuis maintenant plus d'un Un an. an. Ouais. Ouais. Donc il est vraiment devenu hyper constant, et chose que je voyais plus depuis pas mal de temps, c'est qu'il redevient pénible dans les phases de ruck. C'est-à-dire que là, il y a trois ballons qu'il va arracher. Alors, il y en a un où il y a une pénalité, deux où il y a une pénalité, dont une fois, c'est pas de sa faute. Ouais. C'est BVT qui plaque au sol, et donc en fait, il y a une pénalité. Qui prend le carton jaune. Et qui prend le carton jaune d'ailleurs. Mais voilà, il a quand même ses belles attitudes au grattage. Il plaque toujours autant. Et il s'est rendu un peu dispo en attaque. Donc là, vraiment content de le voir à ce niveau. Donc il faudra que les deux autres gauchers bataillent hein, s'ils veulent obtenir la place de numéro un parce que il faudra le bouger l'ancien et de l'autre côté Bah, c'est même les trois autres gauchers. Tu comptes Louis-Marie, ah oui Boniface l'année prochaine pour et l'année prochaine Perchaud? Ouais, l'année prochaine, je ouais. pensais déjà cette année mais ouais l'année prochaine t'as raison ouais. Il faudra les secouer ouais. Ouais. Et après de l'autre côté Big Ben qui voilà on savait ça allait prendre du temps voilà il y a un problème de c'est toujours pareil hein, tu reviens dans une équipe physiquement la cohésion en mêlée c'est des attitudes collectives. Là, c'est son premier vrai bon match. C'est-à-dire qu'en mêlée, il a pas bougé et il a porté énormément de ballons. Donc ça, on adore quand Big Ben commence à porter le Ouais. ballon. Voilà, il commence à casser des plaquages, etc. Donc c'est bien. Il va encore monter en gamme. Il retrouve petit à petit son niveau. Donc on va avoir un Big Ben pour les 6 prochains mois qui va être incroyable. Donc ça fait plaisir parce qu'on en aura besoin. Et c'est vraiment de bon augure parce qu'on a Sadi qui pendant cette période où Big Ben n'était pas bien a très bien performé. Donc entre Big Ben, Sadi et probablement Falatea qui va revenir. Alors je sais pas quand c'est prévu, mais peut-être février, mars. Donc là on va pouvoir challenger du monde à droite et donc c'est plutôt positif de retrouver un peu du monde à ce poste qui est un peu sensible, comme un autre poste qui est devenu sensible Ouais. encore plus hier. Ouais, bah écoute, merci pour cette belle transition. Le poste de numéro 5, super sensible, Gray out, Coleman, il fait un match énorme hier, mais il se blesse. Bon, on a Caso qui peut jouer 5 et derrière, ce sera assez compliqué, mais plutôt pour en parler de façon positive, Caso et Coleman, ils font un chantier extraordinaire hier, et même Ricard qui arrive ensuite, bah il est aussi solide, quoi. Et ça montre, je trouve que c'est peut-être un des postes, ou en tout cas la ligne, où il y a eu le plus d'amélioration par rapport à l'an dernier. Cette année, que ce soit Coleman, Caso, Petit, Gray, bah, les quatre, ils sont à un niveau assez remarquable. Et derrière, il nous reste encore un Ricard, un Beauchaton aussi qui peut dépanner. Ouais, carrément. Donc on a une profondeur sur ce poste, et heureusement parce que il y a de la casse. Coleman, du coup, pour parler de sa blessure, a priori, ce sera quand même quelques semaines. Tu sais ce que c'est, toi, sa blessure? Ben alors moi quand j'étais au stade tout de suite j'ai indiqué ouais il s'est pété les ischios parce qu'en fait il essaye d'attraper alors je crois que c'est barré je sais plus mais en fait il essaie d'attraper un joueur du Stade français et là il s'est bloqué en se tenant l'arrière de la cuisse et en mettant la jambe en l'air et après à la sortie parce que je les ai vus rentrer dans le bus et il avait une petite béquille une seule béquille du côté gauche pour soutenir son poids en fait. Donc ouais, ça ressemble vraiment et c'est ce qui a été confirmé après par Sud-Ouest. Voilà, on sait pas la gravité, mais ça semble être une déchirure en fait des ischios, une Ouais. sorte de mini claquage. Enfin bref, voilà, qui
On va espérer que la lésion soit très faible, quoi, parce que c'est un vrai point noir, parce que c'est vrai qu'il faisait un match de folie, quoi, parce que alors offensivement, il marque son essai, donc ça c'est, il se met dans l'intervalle avec Carbery, mais en Défensivement. défense, il fait que des plaquages offensifs. C'est-à-dire qu'à un moment, alors, plus au stade, le plaquage sur Barré, alors ça, tu l'as entendu, ça résonnait dans le stade, quoi. Mais c'est pas sur celui-là où Barry il se fait un peu mal à l'épaule et après il se Pareil, tient l'épaule sur il a eu du pendant mal. tout le match. Il a eu du mal à récupérer tout le match, quoi. Et après, pareil aussi, alors il a pris à l'épaule, enfin il a plaqué, il est super bien plaqué le second ligne du Stade Français, Van der Merch là, qui en fait pour ceux qui savent pas, c'est un physique un peu à la Skelton ou à Meafou, quoi. C'est-à-dire que c'est Lui, il nous a fait mal quand même un petit ouais, peu. Il est sorti en première mi-temps, mais peut-être blessé, peut-être pas par Coleman, non, mais en fait, vas-y. stratégiquement, ils font souvent ça avec lui, parce qu'en fait, c'est un mec. Alors, à la différence d'un Meafou ou Skelton, il n'arrive pas à répéter les efforts. Donc, il a perdu 15 ou 20 kilos, je crois, pendant la préparation, mais il est encore à 130 kilos. Et en fait, c'est vraiment ce qu'ils font, c'est qu'ils font une demi-heure, ils font jouer, et après, ils font faire jouer les 20 dernières minutes. Donc, en fait, c'est pour que Effectivement, il est re-rentré à la 65e pour Pesanti, qui lui était du coup rentré à la 31e, d'ailleurs, qui a fait une entrée remarquable avec, c'est lui qui fait le ah croche-patte, ouais, il non, me semble. et ça aussi, ça fait partie de la catastrophe dans le Stade Français, c'est que enfin des fautes débiles comme ça. Je pense que même je sais pas moi, bon, je sais pas s'il y en a qui jouent en honneur, mais même dans les tout petits niveaux de rugby, on fait plus ça. Ça part en général, en fait. Mais jamais, en fait, tu m'accroches pas devant l'arbitre. En plus, je sais pas dans Ouais. quel monde et ça coûte 3 points, hein. Ça coûte 3 points parce que Max la tente des 50 mètres et il la passe. Et puis pareil Et après, d'ailleurs, ça voudrait pas plus ça d'ailleurs, de l'anti-jeu comme ça, je sais ce pas. pénalité simple. Ouais. Bon après, je trouvais l'arbitre il a déjà été assez, tu vois, il a déjà assez usé du carton, tu vois. 4 Ouais, mais cartons jaunes. lui, son truc, c'est les en avant volontaires. S'il y a pas en avant volontaire, il donne pas de carton. Donc tu Ah vois. si, remarque s'il en a donné à Taillefer. Et donc, ouais, donc 4, c'est pas mal déjà. Non, là, c'était, Ouais, c'est bien. ouais, non, la bêtise suffit. Il a déjà pénalisé son équipe. Et puis, en plus, après, c'est pareil. Il va mettre une petite tarte à Tamifuna, tu vois, en lui appuyant sur la Oui, tête. Un truc qui sert à rien. bah, ça sert à C'est rien. pas Puis ouais, mal, ça sert à rien. la tarte quand même, elle est. Merci l'arbitre assistant parce que y a quand même pas grand-chose, hein. Non, mais ça sert à rien. Et puis, Et puis ça sert à rien. ouais, je sais pas. Je comprends pas ce genre de joueur. Ça me ferait péter un plomb. Ouais. Bah, ça fait partie des petites surprises, tu sais, quand tu regardes le match, tu te fais, ah, il y a eu un truc là, et puis t'entends l'arbitre qui dit, oh, regarde le joueur du Stade Français, tu fais, bon, bah, tant mieux, hein, parce que c'est gratuit, et on reprend la balle, surtout qu'ils étaient dans notre camp, hein, je parle de la petite tape Sur la sur tête, ouais. Big Ben. Mais en tout cas, niveau seconde ligne, match énorme. Faut que ça tienne encore un petit peu. On va voir le retour de Gray. Alors, pas tout de suite, ce sera sûrement en mars. D'ailleurs, en mars, on a des belles échéances, Ouais. donc ça tombera bien. Et il faudrait que Coleman soit out le moins de temps possible. Et Beauchaton aussi, qui revienne un jour de sa blessure au dos. Moi, je voulais souligner un joueur dont on avait parlé la semaine dernière sur les révélations, il me semble. Et je t'avais mentionné Ben Tapouai, je t'avais dit qu'il jouait pas trop, mais qu'à chaque fois qu'il jouait, il était bon. Et je pense qu'en fait, il souffre beaucoup de se souvenir de cette passe sautée contre ces mêmes Stade Français Paris, Oui. cette fois-ci à Chaban qui nous coûte le match là où il se fait intercepter. Mais cette saison, moi, à chaque fois qu'il joue, je le trouve très bon. Là, par exemple, il fait une percée que je mentionnais tout à l'heure, qui amène au premier essai. Sur le troisième essai, qui est conclu de mémoire par Buros. Buros. Donc c'est Carberry qui récupère un en avant. Et puis derrière, tu vois, t'as toute la ligne qui fait le bon geste. Mais tu vois, lui, il participe avec une belle passe volée. Voilà, moi j'ai trouvé très correct. Peut-être une petite montée défensive Ouais. hasardeuse que tu avais Il y notée. a juste une erreur, mais c'est cette montée où il se fait aspirer, où il monte en pointe tout seul, il casse la ligne. Et donc en fait après derrière le Stade Français perce et c'est un peu Louis qui nous rattrape en volleyant la balle dans son camp et puis après c'est Weber le 9 du Stade Français qui fait en avant à 5 mètres de la ligne. Mais t'as raison, ouais, il a fait. Alors moi je le critique assez pour dire que là, comme tu l'as dit, il fait un très bon match et en plus ce qui est assez intéressant c'est que à la différence de Moefana ou même d'un Van Rensburg, il a quand même une technique au-dessus de la moyenne et il a souvent été un peu le deuxième 10 avec Carbery, il a souvent épaulé, Ouais. il s'est mis en profondeur et il a pas mal distribué.
Donc bon, le seul truc qui lui manque, mais même s'il a fait sa percée, c'est qu'il manque un peu de canne. Mais bon, franchement, il fait un match très propre en défense. En attaque, il a bien distribué, il fait sa petite percée. Rien à dire quoi. C'est vrai que c'est un match. Mm. Tu sens que c'est un mec, voilà, lui, on pourra le mettre dans la rotation, il va jamais décevoir quoi. Ouais, et puis je crois il est quel âge? Je crois qu'il a 35 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Mais donc l'expérience, la sérénité, même s'il en a manqué l'an dernier, en tout cas parle pour lui. Toi, tu voulais souligner, du coup, tu mentionnais le 10, Carberry. Ouais, Carberry, parce que bon, c'était un peu ma déception de ces 6 premiers mois, et voilà, là, il a enfin fait un match et les attitudes que j'avais vues quand il jouait au Munster. C'est-à-dire que il avait cette faculté, en fait, quand on animait autour de lui, quand il y avait des appels autour de lui avec plusieurs points d'entrée, c'est lui qui devait choisir. Et je trouve qu'il a très bien distribué, parce qu'en plus c'est un 10. Alors il a l'air lent, il est lent, il porte le ballon. Et ce qui est assez intéressant, c'est que il va pousser jusqu'au contact. Plusieurs fois. Alors d'ailleurs, c'est pas cool pour lui parce qu'après il se prend des cartouches en fait. Mais il va porter au dernier moment jusqu'à qu'il ait trouvé la bonne porte ou le bon intervalle et après il va pouvoir distribuer. Donc ça, il a fait plusieurs fois. Il a fait sur Coleman, et il a fait un Ouais. moment sur Gazzotti, etc. Donc voilà, il a cette faculté quand on lui donne des solutions. Par contre, il faut lui donner des solutions à trouver le bon choix. Et ça, c'est ça où j'adore. C'est vrai que tu le vois quand il tient le ballon, tu le vois un peu qui fait un peu des gestes d'hésitation, qui met le doute dans la défense aussi. Et il attend vraiment le Dernier dernier moment. moment. Et ouais, il peut se prendre Et des parfois petits cachous. ouais, il se fait un peu charger. Voilà, maintenant il faut qu'il se lâche au pied en fait. J'attends qu'il refasse ses diagonales, mais ça va arriver très rapidement. Donc si c'est pas ce week-end contre Exeter, ce sera pendant les doublons. Mais voilà, il faut qu'il se lâche parce qu'en plus il a un bon pied. On l'a vu à un moment, il m'a fait ce magnifique coup de pied en cette petite chandelle Oui, entre pour Huberty. ouais entre deux zones. Où Bertis s'il attrape, ça file entre les poteaux. Donc voilà, il a cette qualité de pied qui lui permet de faire ça, mais voilà, il faut qu'il arrive à se lâcher. Et bon, de toute façon, ça c'est toujours pareil, hein, il y a toujours un temps d'adaptation, surtout pour les Irlandais en fait qui arrivent de l'URC, donc c'est pas illogique. Ok, écoute, c'est vrai que Joey, il progresse, il se libère. Moi, j'ai jamais trouvé décevant parce qu'il a pas fait des mauvais matchs, mais ça va dans le bon sens. Moi, je voulais souligner l'exploitation, et ça, c'était une très grosse force, enfin, c'est une très grosse force de notre équipe. On a eu de nouveau une très bonne utilisation des turnovers, ou en tout cas des ballons rendus, par exemple, sur ballon haut, que Buros capte très bien. D'ailleurs, on en reparlera juste après de Buros, mais il capte très bien. Et puis derrière, ça enchaîne sur la motte, sur Louis Bilberry qui balance un coup de pompe magistral pour inscrire son essai. Ensuite, tu as l'en avant que récupère Carberry, dont je te parlais, l'interception du Berti. Voilà, on laisse pas la moindre chance à une défense enfin en tout cas une attaque qui perd la balle et avec une défense du coup qui est mal positionnée. On sanctionne direct et dans ces moments-là, dans le désordre, dans le chaos, on est les plus forts. Ouais, on est incroyable. Et en plus, c'est assez rigolo parce que ça y est, on a le retour de Buros et on a l'impression qu'on remaîtrise ses contre-attaques quoi. Je pense que Bizarrement. ouais, je pense qu'il voilà quand on parle de deuxième 10 parfois avec Buros qui s'intercale et qui arrive à distribuer, c'est pas anodin en fait. Je pense que c'est un joueur et en plus on l'a entendu. Tu m'as envoyé un peu la petite vidéo là dans sur Canal qui a fait un micro enfin un micro sur lui qui avait un micro sur lui pendant toute la partie et en fait c'est lui qui place en fait toute la circulation en Ouais. défensive, la couverture, il place énormément, il parle beaucoup comme des porteurs. C'est vraiment des joueurs qui communiquent énormément et en fait ils sont extrêmement importants dans la mise en place, etc. Et c'est vrai que on est un peu pour moi, je pense qu'on est les meilleurs quasiment en Europe sur les contre-attaques. C'est-à-dire que un demi-ballon, ça peut se transformer en ballon d'essai en deux trois passes. Et tout le monde se réorganise, que ce soit les gros ou les trois quarts, et ça va extrêmement vite. Et en plus, on a des joueurs. Bon, après c'est facile hein, quand t'as Louis De qui, Porter, ouais, tu vois, Buros qui suit. c'est des mecs qui aiment les intervalles, qui ont du ballon, donc ça va extrêmement vite. Donc ça c'est vrai que dans ce secteur-là, dans ce système-là, on est très 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 fort et le Stade Français l'a subi quoi. Ouais, et un domaine où on a été beaucoup plus fort aussi avec le retour de Buros, c'est du coup les airs.
Tu mentionnais le duel avec Barré gagné par Buros. Il y a une photo qui est superbe avec les deux au duel en l'air. La réception du coup qui mène ensuite à l'essai de LBB. Il rassure tout le monde et c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre Buros et les autres sur la domination dans les airs. De toute façon, comme le disait notre coach, les trois quarts McManara, là, de toute façon, je pense que c'est sur les ballons hauts, ça va être un des meilleurs d'Europe. Tu vois, il doit être dans le top 3. Il y a peut-être Stewart qui a ses qualités, peut-être un Keenan, un Irlandais, mais globalement, je pense qu'il prend tout le monde en l'air, quoi. Et il a un timing de folie, il a des mains, et après il sait où il va retomber, quoi. Et c'est vrai que et en plus et après ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu un autre petit 15, un petit genou qu'on avait présenté, qui quand il est rentré aussi, on voit la science du poste qu'il a, Nance, parce que je trouve qu'il a fait une excellente rentrée. On en parlera peut-être plus tard, mais voilà. Non, mais tu peux enchaîner Mais avec Nance. mais du coup, tu vois, dans cette position de 15, on a vu pareil, un petit sens du timing. Il a même rattrapé une chandelle de Louis où il a claqué dans le camp et on l'a récupéré. Donc voilà, je pense que voilà, s'il est épargné, c'est le seul qui peut compenser autant sur le domaine aérien, Romain Buros. Louis, je pense il s'améliore, mais il est encore un peu léger dans ce secteur. Après, il a 21 ans. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que du coin, il va faire du bien d'avoir un deuxième vrai 15. Alors, je crois que son premier ballon, il se fait coffrer. Ouais, Mais, oui. mais derrière, il fait enfin, en fait, il se rend disponible et tu voyais qu'il avait envie d'y aller. Il allonge une belle passe pour LBB. Bon, après, LBB fait un peu son essai tout seul, mais clairement, on a hâte de le voir un peu plus sur le reste de la saison. Donc, c'est un vrai gain pour l'équipe. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, petite note aussi pour LBB, bon, doublé. Peut-être un petit bémol que je mettrais. Alors, match énorme, mais tu vois, sur la percée de Barré, c'est lui qui rate un peu le plaquage. Ouais, ben ça va être un peu une de un peu mes points négatifs. Donc après on l'évoquera plus tard, mais effectivement, ouais, il a deux plaquages où, euh, où c'est pas possible. Voilà, c'est de l'homme à homme. Il faut pas que ça arrive. Bon, après en attaque, il est incroyable. Je crois que là, il a fait quand même ce 4 dep dans 5 mètres. Là, Ouais. c'était juste devant moi. Tout le monde a fait oh au stade là, c'était assez incroyable. Et c'est vrai qu'il a des qualités physiques énormes. Et puis c'est vrai que son QI rugby, il fait tout quoi. Donc Ouais, bah, et tu vois, dans le même genre, mec qu'on cite toutes les semaines, Maxime Lucu, que ce soit au pied, au but, bon. Est-ce qu'il y a besoin ouais, ça d'en pas trop. reparler? Je, je suis pas sûr. Écoute, moi je voulais aussi et surtout souligner, bah, en fait, le banc Mm. des joueurs qui, comme je le disais, avaient peu de temps de jeu. Alors je pense à Hugo Boniface, tu vois, qui est passé un peu troisième dans la hiérarchie des gauchers, derrière Poirot et Perchaud. Bon, là, il joue un peu plus avec la blessure de Perchaud. Thomas Taufa, qui, bah, lui, pareil, est même quatrième, et là, ce serait un peu gros de dire qu'il joue plus, mais il joue. Romain Laterrat qui est passé troisième aussi derrière Connor Sa. Alexandre Ricard qui joue peu. Alors Thémo Mathieu, lui, il est rentré, mais bon, il a quand même beaucoup plus de temps de jeu. Yann Lesgourg, tous ces joueurs-là, en fait, ils répondent présents, ils sont peu utilisés. Et franchement, ils offrent une profondeur d'effectif assez incroyable. Donc vraiment, chapeau à eux parce que ça ne doit pas être évident de te préparer tous les week-ends pour un match. Au final, jouer très peu et devoir être performant sur peu de temps. Ouais, tu as entièrement raison. Quand la compo est sortie, c'est vrai que c'était quand on regardait un peu les commentaires, c'était un peu l'inquiétude la 60e. Ouais, Bon, bah moi c'est ce que je t'avais dit. Je t'avais dit, je trouvais le banc un peu léger, ce banc en 5-3. Toi tu me disais que ça allait le faire, totale confiance. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même un gap ouais, non, mais complètement. entre ce 15 de départ et les Et remplaçants. finalement, c'est la 60e où on les a fait péter quoi. Et c'est vrai que leur rentrée, alors Boniface, là ça fait plusieurs semaines on le voit alors même depuis Castres, etc. où il enchaîne les bonnes perfs, même à Toulon, il avait été costaud, etc. Donc Ouais. je trouve
qu'il enchaîne très bien, il fait plus ses fautes de débile, il est costaud en mêlée, dans le jeu, il est hyper important, il remarque un essai parce que il aime bien faire le border ruck lui. Il a des bonnes attitudes au contact et il a le sens de l'embut, et donc il a encore marqué un essai. Il avait envie de marquer, hein, là. Ouais, mais il est très bon en ce moment, c'est vraiment ça fait plaisir. Lui, il faut juste pas, de toute façon, je l'avais dit la semaine dernière, il faut juste qu'on arrive à le ménager pour pas qu'il se blesse, parce que quand il se blesse, après il repart à zéro, physiquement, etc. Tofa, agréablement surpris encore. Bon, Bah ouais. il fait toujours des bonnes prestations, mais là, Bah oui. j'ai trouvé qu'il a été encore plus dynamique, avec quelques bonnes percus et tout. Je crois, il s'est amusé. Bon, la Teurade, on n'est jamais déçu. La Teurade et Ricard, franchement, je trouve qu'il faut saluer un peu leur, Bah ouais. encore plus Ricard, je trouve, parce qu'il joue encore moins, mais leur état d'esprit, parce que les mecs, c'est-à-dire qu'ils jouent jamais, mais ils lâchent Ils sont en jamais. fin de contrat, les Ouais, deux, il me semble. c'est ça, ouais. Personne parle de leur prolongation, Donc mais pourtant, bah, mais ils ils sont là, s'accrochent, quoi. et dès qu'on leur donne que ce soit 1 heure de temps de jeu, 20 minutes, 10 minutes, et ben ils se donnent à fond. Et ça, franchement, il faut vraiment saluer leur état d'esprit, parce que ça va pas être évident. Ouais, ça va pas être évident de jamais jouer, et en plus de se dire putain, il y a 3 ou 4 blessés à mon poste et je joue pas, je jouerai Et jamais. ouais. Et ben en fait, les mecs, mentalement, ils sont toujours là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des vrais professionnels. Et Ricard, Ouais. tu vois, il me déçoit jamais en fait. Enfin, Ricard, sur tout le début de saison, il a fait du coup 6 feuilles de match pour 85 minutes, 14 minutes de temps de jeu en moyenne sur ces feuilles de match. Enfin oui, exemplaire quoi. Franchement, c'est le genre de joueur dont tu as besoin dans l'effectif. bon, après, je suis pas inquiet pour eux, parce qu'un mec comme ça, son téléphone, il doit sonner, hein. Parce que le mec, Oui, il oui. déçoit jamais, il est toujours bon, il est gif, Il fait 2 mètres. il fait 2 mètres. Ouais, aucun problème. Lui, on va l'appeler. Ouais, pas de souci là. Pour lui, et peut-être même qu'on le prolongera, hein, qui sait. Bah oui, enfin franchement, c'est vrai que ça fait partie des, tu vois, ça fait partie des. Alors derrière, je trouve qu'il y a un peu plus, on arrive à amener un peu plus de rotation, mais ça fait partie des soldats, tu vois, comme Uberti, Pablo. Et là, hier, il fait encore un match énorme, hein. Enfin, ça Ouais, mais lui, il joue beaucoup mais plus. lui, il joue beaucoup plus, parce qu'on derrière, je trouve qu'on arrive à parfois amener plus de rotation, alors que devant, c'est vrai que sur certains postes, finalement, c'est vrai que en plus, on est à flux tendu en seconde ligne, mais Là, on va l'être en tout cas. hum, Parce qu'il y a plus Beauchaton, il y a plus. Du coup, on a quand même 3 blessés potentiels ouais, sur la seconde ligne. Là, forcément, il va falloir le faire jouer. Bon, en tout cas, très très positif. ouais, Les 5 points, c'était assez, en tout cas de notre côté, inespéré, même si la compo nous laissait de l'espoir. C'est vraiment du bonus et ça nous permettra peut-être au printemps d'avoir des points d'avance et un petit matelas avec toutes les échéances qui arrivent, avec de la Champions Cup, on espère, avec les 6 nations qui vont nous priver de pas mal de joueurs. C'est toujours bon à prendre et ce qui est pris n'est plus à prendre. On va quand même revenir sur quelques points négatifs d'amélioration qu'on a notés. Mais avant ça, tu as un truc à ajouter? ouais, parce que on l'a évoqué vite fait aussi sur le banc, mais il faut noter aussi la très bonne rentrée de Mathieu, hein, qui est rentré Oui, entre Gazzotti et Mathieu. C'est vrai que j'ai fait une petite vidéo là-dessus, là, les deux petits jeunes là. Mathieu, il m'a fait il m'a sorti des ballons des 22 avec à chaque fois il éliminait le premier défenseur. Il ouais. pleine de vitesse. Alors Gazzotti, lui, c'est plus frontal, mais c'est assez efficace aussi. Gazzotti qui a été bon dans les airs. Ouais. D'ailleurs, Il a fait 2 bonnes réceptions. euh, enfin bon, il prend quand même un sacré plaquage. Enfin, j'ai revu la vidéo là. À un moment, il prend un ballon en l'air, il se prend un coup de tête en retombant. C'était assez violent. Je sais pas comment il a fait pour se relever. Il est solide le garçon. Mais ouais, eux, on va bien manger pendant très longtemps. Et en plus, après, une fois qu'on aura aussi le Ipsayen, je pense que quand on aura Ipsayen, Gazzotti, Mathieu, on sera pas mal. Ouais. On est déjà pas mal, hein. On est déjà très Mais très. oui, on peut être serein pour l'avenir. Et effectivement, Mathieu, j'ai le souvenir que sur les relances, on lui donne souvent la balle pour qu'il aille avec sa vitesse. Alors pas forcément péter Non, plein fer comme peut faire un Gazzotti, mais plus dans l'évitement et la vitesse, la c'est vélocité, ça. aller passer un premier défenseur et puis amener le désordre dans la défense. T'as raison de les souligner, même si on pourrait souligner du coup tous les joueurs, mais on en a déjà souligné quand même quelques-uns, vu qu'on a fait tout le banc, quasiment tout le pack bon, tous les arrières, donc c'est bon. Ouais, il manque peut-être le talon qu'on n'a pas souligné et qu'on va peut-être souligner maintenant. On passe au point d'amélioration. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh! Mais il nous casse les couilles, là! Et pour commencer les points d'amélioration, moi j'ai noté
en première mi-temps, l'indiscipline, on avait l'impression qu'à chaque fois qu'on arrivait à faire des lancements, qu'on arrivait à mettre notre jeu en place, bah, on se faisait sanctionner. Darren Taillefer a été sanctionné, nos premières lignes, tu vois, genre Tammy Funa qui est sanctionné sur la règle de l'escorte, Ouais. sur du coup le ballon que reçoit Gazzotti. Vraiment, on a eu du mal à comprendre un peu, j'ai l'impression, l'arbitrage, ou en tout cas, on s'est pas mis au diapason là-dessus. Bah c'est ça, t'as tout dit en fait. Alors c'est les 20 premières minutes où on a été pénalisé, alors je sais pas, 5 ou 6 fois, Ouais, ah, c'était pénible. et c'est là où collectivement il faut qu'on soit un peu plus intelligent parce que forcément en fait, l'arbitre c'est un être humain donc il a son interprétation, tu vois il y a des trucs parfois il peut être plus tatillon. Visiblement là les en avant volontaires ils détestent ça. Mais globalement, il faut t'adapter. C'est-à-dire que d'ailleurs, il y a deux équipes qui l'ont pas fait, hein, mais tu vois, Lamotte et Poirot, ils se font pénaliser parce que ils font pas l'effort de lâcher le plaqueur. Alors même si ça se joue à rien, il aurait pu très bien siffler dans l'autre sens. Mais là, on voit que il va être tatillon sur cette zone. Donc après, Big Ben, eh ben, lève les bras au ciel et après fait l'effort de dire regardez, j'ai relâché, monsieur l'arbitre. Et hop, Ouais. tu vois, Oui, parce qu'au ralenti, tu le vois il lâche. qu'il lâche, mais bon, à vitesse réelle, ça prend même pas une demi-seconde. Donc, et puis il va pas appeler la vidéo pour. Exactement. Et puis il faut toujours prendre en considération qu'un arbitre par match, ça arbitre 200 rucks. Donc nous dans la télé ou au stade, c'est assez facile parce que il y a un truc qui nous choque, mais lui c'est 200 phases de jeu qu'il doit à chaque fois surveiller, etc. Donc voilà. Donc il faut toujours que les joueurs collectivement puissent s'adapter à l'arbitre. Le Stade Français c'est pareil. Hein, quand Ezeala fait un en avant volontaire, jamais tu vas tenter cette interception en deuxième mi-temps. Enfin, tu sais que tu vas manger un carton jaune en fait. Ouais. Et donc voilà, il faut pouvoir s'adapter aux arbitres. Après, je trouve qu'on a bien rectifié le tir. Bon, c'est parce qu'on a plus dominé. Hein. Et Oui. de fait, on finit qu'à 9 pénalités. Donc on est dans des Oui, en deuxième, il y a très peu de pénalités. ouais, donc tu vois, on est dans des ratios qui sont très bons. Tu vois, moins de 10 pénalités, c'est ce qu'il faut pour pouvoir former dans un match. Le problème, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, on a mangé trop dans le premier quart-temps, quoi. Donc ça, c'est Ouais. pas possible. Et concernant la défense, moi je souligne une défense très courageuse et tu vois ils ont eu du mal ils ont pas marqué d'essai avant le break de Barré, alors que pourtant ils ont eu pas mal d'occasions de le faire. Ils étaient pas mal dans nos 22 en première mi-temps. Mais toi, tu as souligné quand même des petits manquements un peu spontanés de notre Ouais, défense. c'est ça. C'est ponctuellement, on a eu des soucis parce que collectivement, je trouve qu'on a été très costaud. D'ailleurs, on devient très costaud. C'est-à-dire que là, on a plus ces gros oublis qui faisaient qu'on prenait 3 ou 4 essais et après il fallait faire une remontada de folie. Là, on est solide collectivement. Là, c'est plus, en fait, c'est de l'homme à homme là. C'est-à-dire que 2 fois on a Louis, donc une fois il se fait prendre par Marchant sur son aile et une autre fois il monte et il prend pas Barré. Et pareil, à un moment il y a Tapoy aussi qui fait une montée seule. Donc là, c'est plus des erreurs individuelles qu'il faut qu'on arrive à gommer parce que le Stade Français finit pas. C'est une équipe qui franchit beaucoup, qui bat beaucoup de défenseurs, mais qui arrive pas à finir les coups. Mais contre d'autres équipes, forcément, eh bien, ils ont un peu plus de finisseurs et ça pourrait être fatal, quoi. Donc là, il faut pas qu'on se trouve à homme à homme, c'est pas possible. Ouais, clairement. Et autre point, on comprend pas la touche. Ouais. Comment on peut aller chercher autant de touches en zone 3 comme ça? Vraiment, c'est un mystère. Et à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais je sais pas si t'as les stats des touches, mais on est à plus de 60%. Ouais, mais alors j'ai pas fait mon petit Excel là, tu vois, j'ai fait mes T'as pas, vidéos t'as et pas bossé. ouais, j'ai pas bossé, j'ai fait juste mes vidéos, donc j'ai pas eu le temps de faire ça. Alors j'ai quand même l'impression qu'on a eu peut-être le même constat que j'ai fait la semaine dernière. Il y a peut-être une touche avec Coleman et sans Coleman. Ce sera peut-être à confirmer, mais j'ai l'impression qu'on a commencé à perdre énormément de touches quand Coleman est sorti. Donc bon, ça peut-être à confirmer. Mais ouais, effectivement, en fait, je pense que quand on n'a pas 2 ou 3 sauteurs de haut niveau, c'est problématique, quoi. Et ouais, mais le problème c'est que Coleman là, il va être out, Ouais, donc il va falloir trouver des solutions. Et c'est pas en envoyant des ballons que personne ne récupère que ça va s'arranger quoi. ouais, c'est ça. Après, il y a une touche en fond que je notais où ça fait un gros dégueulis, mais en fait c'est parce que alors là je pense que c'est Romain, donc le jeune troisième ligne Gardera qui est rentré. Je pense qu'il était un peu perdu parce que c'était lui qui devait être au lift et il était pas là.
Donc en fait, Du coup, le sauteur, il est pas sauté très haut, quoi. donc le sauteur est pas sauté très haut et d'ailleurs bon Roma qui a eu un match un peu compliqué. On n'a pas parlé, c'est vrai que sur les renvois. Oui, on n'a pas mentionné, ouais. Mais bon, on peut l'évoquer là dans les sorties de camp. Parce que forcément, quand tu sécurises pas tes renvois, tu te mets la pression et c'est un peu ce qui s'est passé par 2 fois. Après, c'est une première, c'est normal. Il s'est bien rattrapé parce que il a fait 2 contests en touche qui étaient assez beaux. On a pu voir que vu que c'était un joueur assez longiligne, on pouvait le balancer en l'air et il peut rester assez longtemps en l'air. Donc ça va être un joueur intéressant à revoir, je pense. Ouais, ouais. Faut pas non plus lui tomber dessus. Il a fait, oui, des erreurs de main, Mais il a fait, voilà, notamment. il a Un fait, plaquage raté aussi, je sais plus si sur Carbonel ou Barré, je sais plus en première mi-temps, ouais, mais il a fait des trucs visibles en fait. Voilà. ouais, exactement. Que Donc, tu notes. Et puis en plus, tu as tendance à le plus le regarder lui parce que c'est sa première et t'attends beaucoup. Bon, c'est pas forcément réussi. Il y a des bonnes choses quand même qui laissent présager quand même un bel avenir. 2 contests en touche, bah, c'était pas mal. On conteste quasiment jamais en touche et là, il m'a chopé 2 ballons et en plus, il était même pas dans la bonne zone, Donc c'est à dire que c'est les lifters qui l'ont balancé et il est tellement aérien qu'il a réussi à les Ouais. attraper quoi. Et moi, j'ai ma petite théorie du coup sur les touches. Vas-y, dis-moi. Tu vois, je pense qu'en fait, on fait n'importe quoi, mais juste pour mettre le désordre dans l'équipe adverse. Tu vois, sur l'essai du Berti, en fait, tout part d'une touche qu'on balance en troisième zone. Le Stade Français la récupère et derrière, en fait, ils savent tellement pas quoi faire que bah ils sont désordonnés, ils sont tellement surpris qu'on envoie des saucisses pareilles que bah du coup le Weber il envoie un ballon que Huberty va récupérer derrière et ça me rappelle l'essai de Mathieu au Stade Rochelet. Pareil, on fait une touche qu'on perd et en fait derrière bah, l'équipe est pas organisée pour récupérer la balle aussi vite et du coup c'est Mathieu qui en profite. Je blague évidemment, mais c'est vrai que c'est très très problématique. Mais ce qui est rigolo, c'est que l'essai du Stade France, enfin d'Ouberty, là, c'est exactement le même qu'on a mangé l'année dernière quand Tapoy fait la sautée. Hein. C'est-à-dire qu'on récupère une touche, on fait un contre, Ouais, on cafouille le truc, on balance une sautée. Alors là, tu t'as dit Weber, mais je crois que c'est Marchand, l'ailier, Marchand, pardon. bon, alors, il a fait encore pire que Tapoy, parce que Tapoy, encore, il a fait une passe. Là, il m'a envoyé un parpaing au sol, j'ai pas compris qui visait, en fait. Bah peut-être Huberty du coup. En tout cas, Ouberty, très bon match aussi encore. Il revient Ouais. bien. Ah bah attends, mais lui on l'avait pas cité, du coup il faut Ouais. Entre, faut qu'on le cite. on est bien là, entre Retière, Ouberty, Louis, Penaud. Je pense que voilà, on peut être rassuré parce qu'on était assez inquiet des départs de Moustin et de Maloche Tamboué. Hmm. Finalement, on voit pas la différence. Oui, oui. Non. Bah, en tout cas, 5 points. Jetons un œil au classement. Tu finis 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, tous les ans. Tous les ans. Et au classement général du top 14, l'UBB est désormais en tête avec 50 points tout rond devant le Stade Toulousain qui allait chercher du coup un bon point à La Rochelle avec des espoirs, 47 points. Et derrière suit Toulon, 43 points. C'est un peu les 3 équipes qui se détachent. Alors nous, on a quand même 7 points d'avance sur Toulon, donc un petit matelas. Et derrière, on a Clermont, Bayonne et La Rochelle avec 38, 38 et 36 points. Donc déjà plus de 12 points Ouais, sur le quatrième. C'est du luxe c'est énorme. qu'on va peut-être pouvoir utiliser en fin de saison, comme l'a fait le Stade Toulousain par exemple la saison passée, et garder des forces pour les batailles de mai-juin. Ouais. Donc vraiment, c'est des victoires qui étaient pas forcément dans nos calculs. Là, par exemple, tu vois, moi je poste mon petit bilan comptable après chaque match comparé au match de la saison passée. Donc, par exemple, la saison passée, on avait récupéré qu'un seul point de Jambouin. Là, on en récupère 5. Et si tu comptes un peu comme ça en fonction Ouais. des différentes adversités, tu es à plus 18 par rapport au même match de la saison passée. Donc, ce qui est énorme. Tu vois, on a gagné à Toulouse, ce qu'on n'avait pas fait la saison passée. Alors après, il va falloir aller gagner à Toulon, par exemple, parce qu'on a pu faire la saison passée ou des choses comme ça. Mais ça prouve qu'en tout cas, on est sur la bonne voie et sur un rythme de croisière qui est très très élevé. Non mais là, on est clairement en avance. Hein. On a le même nombre de points à l'extérieur que l'année dernière et que le Stade Toulousain l'année dernière. Ouais, Donc on est déjà à 19 points. Donc du coup,
On est en avance carrément. On a un petit matelas, mais bon, Toulon est pas très loin. C'est vrai que là, pour le coup, on commence à voir dans les 6, on commence à voir 2 championnats. On a le trio entre Stade Toulousain qui a réussi à prendre des points. D'ailleurs, La Rochelle, ça va pas du tout. Nous, et puis après Toulon qui finalement pas très loin de nous. Il suffit juste qu'ils aillent gagner à l'extérieur. Et ils pourraient nous mettre la pression. Oui. Donc voilà, on a ces 3 équipes qui semblent se dessiner pour se batailler dans les 2. Et après il y a 4-5 équipes pour le reste du top 6 quoi. Ouais, sachant qu'effectivement, La Rochelle, ils sont sous pression de Montpellier, qui revient très bien. Ils Ouais. avaient été très embêtants à Chaban. La Rochelle, 36 points, Montpellier, 34. Et Toulon, qui a quand même perdu Charles Olivon. Ouais, putain. Grosse blessure au genou, qui nous fait surtout, nous embête surtout pour les 6 nations, mais Pour lui. c'est dommage pour... Oui, surtout aussi pour lui, oui, effectivement. Et pour Toulon, du coup, une grosse pièce en moins pour cette fin de saison. On ne sait pas encore si c'est fin de saison pour lui ou On pas. va espérer que c'est juste une entorse du genou et qu'il en a que pour 2 ou 3 mois quoi. Et que les ligaments soient pas touchés parce qu'en plus alors pour le coup lui il a pas été Non, il s'est déjà fait une grosse blessure au genou. ouais, et puis à un moment il avait failli arrêter le rugby à cause de son omoplate où il avait eu plusieurs opérations. Ouais, donc c'est un joueur qui a été beaucoup voilà, après ça a forgé son caractère parce que c'est quand même une machine. Il est revenu parfois de nulle part parce qu'à un moment il était capitaine de l'équipe de France, il s'est blessé, il est revenu, là il était regroupe et il a regagné sa place en novembre. C'est un super mec. En plus très bon pote avec Max parce qu'ils viennent du même club. Et oui, SMP. ouais. Et voilà. Donc il faut Force à lui. la grosse tuile et on va espérer aussi que qu'ils mettent un peu Baptiste au repos là parce que il joue beaucoup trop pour moi là. Oui, après ils font ce qu'ils veulent. Au contraire, s'ils gèrent pas très bien leurs joueurs, ça nous arrange. Non, mais en tout cas, j'ai écouté du coup nos copains des causeries de la rade là ce week-end et effectivement ils sont assez pessimistes sur la fin de saison de Ah ouais, Charles. ok. Merde. Bon, on verra ce qu'il en est exactement. Au classement britannique, alors strict, on est premier avec 16 points, avec donc ces victoires à l'extérieur et Toulouse qui a fait un nul du coup à l'extérieur, ce qui nous met en quand même très bonne position, sachant que derrière Toulon et Bayonne ont 8 points et ensuite Clermont a 4 points. Donc avec 16 points, on est quand même largement en avance. Si on reste serein à domicile, C'est ça. ce qui va pas forcément être une chose facile parce qu'on va recevoir Toulouse, on va recevoir La Rochelle. Tous les gros déplacements qu'on a fait, va falloir du coup maintenant les recevoir. Ouais, exactement. Mais bon, je suis plutôt confiant. Je pense que l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va taper un Toulouse qui sortira du tournoi destination. Donc forcément, alors moi je pense qu'on pourra faire l'effort nous, mais eux, il y aura peut-être des mecs qui vont être mis au repos. Donc c'est un peu notre chance et ça va faire un très grand match. C'est un peu voilà, il y a 2 matchs que je crains. Ça va être le match pendant les doublons contre Clermont, parce que eux, ils auront quasiment aucun absent et nous, on aura toute notre ligne arrière. Et cette appréciation avec Toulouse, quoi. Voilà, c'est les 2 qui me font extrêmement peur pour battre à domicile, parce que après La Rochelle, je pense que cette année, on a les moyens sur un match, voilà, de les dominer. Je pense qu'on est en capacité de les dominer. Ouais, donc clairement, c'est pas ceux qui font le plus peur, même si sur un match, évidemment, ils peuvent se révéler. Là, ils sont pas du tout dans un état de forme. Ils sont pas dans leur standard qui était exceptionnel. De toute façon, ils ont été double champion d'Europe. C'est qu'ils avaient une machine de guerre. Ouais, en tout cas, hâte du coup de voir la suite du top 14, mais sur les 2 prochains week-ends, c'est place à la Champions Cup, et du coup, pour nous, c'est les Anglais d'Exeter au programme, et on va tout de suite en parler avec Léo de la page Alter Rugby. Je vais te dire ce qui me tarde. Ce qui me tarde, de sentir l'odeur des merguez. Ce samedi à 16h15, heure française, nos Bordelot-Béglés se rendront dans la charmante petite bourgade d'Exeter au sud-ouest de l'Angleterre. Les Chiefs qui ne font pas leur meilleure saison, que ce soit en premiership puisqu'ils sont 9e sur 10 avec seulement une victoire en 10 matchs, et même en Champions Cup où ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Mais pour vous présenter un peu plus précisément cette équipe dont il faudra quand même se méfier, nous accueillons Léo, supporter de l'UBB qui vit à Paris et qui tient la page Alter Rugby sur Twitter. Page qui d'ailleurs, si vous cherchez
à étendre vos horizons rugbystiques et des informations sur les championnats étrangers, page qu'il faut absolument suivre. Salut Léo! Salut Thierry, salut Yann. Merci pour l'invitation et très content d'être sur le podcast. Bah écoute, ravi de te recevoir. C'est vrai qu'on connaissait peu de personnes qui pouvaient nous parler aussi bien d'Exeter que toi. Donc, ce que je te propose, c'est que tu nous en dises un peu plus sur le club et un peu son histoire. Mhm. Ouais, tout à fait. Donc, je pense que c'est important de raconter un peu parce que c'est un des clubs les plus vieux d'Angleterre. Il a été créé en 1871. Donc, c'est un club qui a été fondé avant les Tigers, par exemple, avant les Saracens ou avant Northampton. Donc c'est un club qui a une longue histoire, mais finalement qui a été promu assez récemment, finalement au premier échelon national, puisqu'ils sont montés en 2010 en premiership. Donc l'UBB de mémoire, je crois que c'était 2011 en top 14, donc c'est assez Ouais. similaire. Donc c'est vraiment dans les années 90 où ils étaient encore dans les bas-fonds, on va dire, des divisions anglaises, et avec l'avènement de l'ère professionnelle. Voilà, ils sont montés de D4 à D3. L'année suivante, ils sont montés en D2. Et puis en 2010, ils ont fait le grand saut en premiership. Donc finalement, ouais, une histoire assez récente, malgré le fait que le club soit assez vieux par son histoire. Et aussi, quand on parle d'Exeter, il faut surtout ne pas oublier de parler d'un homme emblématique qui est un peu la une légende vivante de ce club, c'est Rob Baxter. Rob Baxter, c'est le directeur du rugby d'Exeter, le manager, si on veut, qui est en poste depuis 2009. Donc ça remonte. En Angleterre, il y a aussi Mark McCall, qui est le manager de Saracens, qui est également en poste depuis 2009. Mais sinon, en France, voilà, à part Hugo Mola de mémoire qui est là depuis 2015, il y a très peu d'entraîneurs ou de managers qui ont une longévité comme la sienne. Donc c'est à souligner. Et lui, Rob Baxter, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'homme d'un seul club quasiment. Avant ça, il a été joueur, il a été deuxième ligne pendant une quinzaine d'années à Exeter. Il a rejoint le club, il devait avoir 16 ans, je crois. Et son père a été joueur aussi au club. Et avant, il a été ramasseur de balles, donc voilà, il a tout connu. Il a été capitaine du club, il a vécu les montées en D3, en D2, et après, il a été du coup entraîneur des avants d'Exeter, et en parallèle, il était aussi directeur du rugby de l'université d'Exeter, avant d'être propulsé en 2009 manager du club. Et donc pour sa première saison, il a amené les Chiefs en premiership. C'était un résultat plutôt probant. Et Donc du coup, le jour où les Chiefs remporteront la premiership ou la Champions Cup, il deviendra maire d'Exeter, ce Rob. alors ils l'ont déjà remporté, donc la premiership c'était en 2017. Ils l'ont remporté également en 2020. Ils ont fait le doublé championnat Coupe d'Europe. Il a d'ailleurs été décoré, Rob Baxter, de la médaille de l'ordre de l'Empire britannique. Donc c'est la plus haute distinction pour un sportif en Angleterre. Donc alors il n'est pas maire d'Exeter, mais voilà, c'est déjà pas Il a mal un petit d'avoir. pédigré quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, bah écoute, merci pour ce petit point histoire. Donc du coup, tu disais combien de types de premiership? Un ou deux? Ils ont eu deux. En 2017, ça a été le premier, et puis en 2020, quand ils font le doublé, donc ils gagnent face au Wasp. Pareil, en 2007, c'était face au Wasp aussi en finale. Et du coup, en 2020, finale de Champions Cup, ils battent le Racing. Voilà, donc je crois que c'était 31-27 de mémoire le score. Donc voilà, donc ils ont aussi remporté la coupe d'Angleterre. Alors avant, elle s'appelait la coupe anglo-galloise. Maintenant, c'est simplement la coupe d'Angleterre. Ils l'ont remporté deux ou trois fois. Et je crois que c'est l'un des seuls clubs anglais à avoir été champion, pardon, des quatre premières divisions, donc de D4, D3, Championship, qui est la deuxième division, et la Premiership, voilà le Graal. Et en premiership, tu noteras que je suis un expert du rugby anglais. Comment ça se passe les montées-descentes? Du coup, tu mentionnais qu'ils étaient montés en 2010. Mhm. Ils sont que 10 clubs. Chaque année, t'as des clubs qui montent et qui descendent? Alors actuellement c'est une ligue fermée. Alors il y a eu un système de montée-descente pendant des années, mais ça a été arrêté pendant le Covid Ouais. pour sécuriser un petit peu les clubs. Et cette année, ça a été remis au goût du jour.
Donc où il y aura normalement en fin de saison, il y aura une relégation ou une promotion. En fait, il y aura un barrage entre le dernier de Premiership et le premier normalement de Championship. Mais c'est pas encore sûr à 100%. Et on va surtout regarder les conditions financières des clubs de Ouais. Championship, voir s'ils sont viables financièrement pour évoluer en première division. Donc normalement, il devrait avoir un système de montée-descente cette année, mais ça reste encore voilà, sous certaines conditions. Ouais, c'est devenu une ligue un peu semi-fermée, et puis il faut montrer un peu patte blanche, un peu comme avec l'équivalent de la DNCG en foot par exemple en France, pour pouvoir prétendre à une place en Premiership et pas juste faire une saison et puis avoir des soucis financiers. Et du coup, toi, tu t'expliques comment un peu ce déclin, parce ils ont fait le doublé, comme tu l'as dit, assez récemment, et là, cette saison, c'est assez catastrophique. Enfin, en tout cas, sur nous, les résultats qu'on voit. Ouais, c'est une saison très compliquée pour eux. Ils ont remporté qu'un seul match en Premiership et c'était récemment. C'était contre Gloucester là en fin d'année. Mais sinon, ouais, ça faisait 7 mois, plus de 7 mois qu'ils n'avaient pas gagné en championnat. Ils ont connu un début de saison catastrophique. C'était le pire début de saison de leur histoire en championnat. Malgré ça, ils ont quand même gagné des matchs. C'était en Coupe d'Angleterre. Alors, on n'en parle pas trop parce que c'est pas très médiatisé et que c'est une coupe qui est un peu galvaudée parce que les équipes envoient un peu leurs jeunes, leur équipe B pour qu'ils se fassent un peu la main. Donc, ils ont remporté leurs 3 matchs. Donc, ils sont leaders de leur poule. Mais on va dire que c'est assez c'est secondaire plutôt. Le plus important, ça reste le championnat. La Coupe d'Angleterre, c'est des poules. Enfin, c'est des petits C'est championnats, un peu ça, en comme fait, la Champions. il y a quatre poules avec les clubs de Premiership et les clubs de Championship. En réalité, pas tous les clubs de Championship, puisqu'il y a 2 clubs qui ont été laissés sur le carreau. Il y a Cambridge, Cambridge et Chinnor, je crois, qui ont été laissés sur le carreau. On n'a pas trop d'éléments de réponse, mais voilà. Ok. Donc c'est des poules de 4 équipes, et puis les premiers sont qualifiés, et puis il y a le meilleur deuxième qui se qualifie également. L'année dernière, c'est Gloucester, je crois, qui a gagné la coupe. Mais voilà, c'est assez secondaire. On va dire que les équipes, Ouais. voilà, on voit vraiment leurs juniors pour qu'ils prennent un peu d'expérience. Des matchs en plus dans le calendrier. Alors oui, il y a moins d'équipes forcément dans leur championnat, mais toujours est-il que il y a la Champions, il y a le championnat, donc j'imagine que effectivement si cette coupe-là, enfin j'imagine nous en top 14 si on avait une coupe de France en plus, ce serait la coupe qu'on privilégierait le moins. Et du coup en Champions, ça se passe comment pour eux? Alors ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Est-ce que c'est un objectif ou est-ce que justement vu que là ils sont avant-dernier de Premiership, ils n'ont pas tout intérêt à économiser leurs forces pour se concentrer sur le championnat. Je pense que oui. Je pense que leur objectif, clairement, ça va être le championnat cette année. Alors, ils sont avant-derniers. C'est les Falcons de Newcastle qui sont derniers. En Premiership, il y a que les 8 premiers qui se qualifient pour la Champions Cup. Du coup, actuellement, ils sont pas dans les places qualificatives. Et ils ont déjà 15 points de retard sur Northampton. Donc, ça risque d'être compliqué, mais le championnat reste leur priorité. Après, c'est pas pour autant qu'ils vont envoyer une équipe B samedi, ça c'est clair et net, parce que ils sont à domicile et ils vont envoyer leur meilleure équipe possible. Mais voilà, ils ont déjà 2 défaites. Ils vont recevoir l'UBB, ils vont aller en Ulster. En fonction du résultat de samedi, ils peuvent peut-être envoyer une équipe un peu bis en Irlande la semaine Ouais. prochaine et se concentrer vraiment sur le championnat, parce qu'ils ont un match contre les Saracens après, qui va être important. Donc voilà, on va dire priorité au championnat quand même si samedi, ils vont envoyer une grosse équipe. Ok. Bah, écoute, et justement, qui est-ce qu'on pourrait voir jouer ce samedi à Exeter? Tu vois, des joueurs qu'on a pu voir peut-être sur la scène internationale ou des joueurs qui peuvent parler au public français? Ouais, il y en a pas mal, il y en a quelques-uns. On va dire en premier lieu, on peut parler de Henry Slade, du coup le 3/4 centre international, qui a 31 ans, plus d'une soixantaine de sélections avec le 15 de la Rose, qui du coup centre, en fait il est ouvreur de formation, mais il a fait quasiment toute sa carrière au centre. Et là, depuis le début de saison, il dépanne, on va dire, à l'ouverture. Parce que l'un des gros problèmes d'Exeter, c'est, à mon avis, c'est qu'il manque une top charnière.
Il manque un vrai bon demi de mêlée et un vrai bon 10. Ils ont des joueurs, mais c'est pas vraiment du gros calibre. Donc Henry Slade est souvent décalé cette saison à l'ouverture. Voilà, même si je pense qu'il est meilleur en tant que 12 ou 13. Et voilà, le joueur, on le connaît, il a un très bon pied, une très bonne qualité de passe. Ouais, c'est ouais, ça, je Henry comprends. Slade, top joueur, c'est le capitaine de cette équipe. C'est aussi le vice-capitaine. En fait, il partage pardon le capitana avec David Jenkins, qui est le deuxième ligne gallois. Du coup, lui, il a 22 ans. Il a été capitaine du Pays de Galles pendant le tournoi Destination 2024. Ok. Il s'est blessé l'été dernier. Du coup, il a manqué le début de saison, tout comme Slade, ce qui explique aussi le début de saison, voilà, un peu compliqué pour eux, c'est que, on va dire, leurs deux meilleurs joueurs étaient absents. Du coup, ça n'a pas été facile. Ouais. Mais depuis qu'il est revenu, David Jenkins, ils ont gagné contre Gloucester et c'est vraiment un des moteurs du paquet d'avant. Donc clairement, ça leur fait du bien. Un Euh, gros deuxième ligne, du coup, là où nous, on risque d'être un peu light ce week-end. C'est ça, ouais, avec les blessures de Johnny Gray, de Coleman. De Coleman, ouais. Donc Ouais. voilà. En tout cas, ouais, ils ont un gros paquet d'avant. La conquête, c'est un de Tiens, leurs bah, points forts. d'ailleurs, ouais, tu peux m'en dire un peu plus ouais, sur les points forts et peut-être ensuite les points faibles de Mhm. cette équipe. Donc ouais, la conquête, c'est un de leurs points forts, que ce soit surtout en mêlée fermée, ils sont très solides. En touche également, ils perdent rarement leur lancer. Après, c'est plus dans la conduite du jeu où ils peuvent avoir un peu plus de mal, même s'ils ont pas mal de talent dans la ligne de trois quarts, pas mal de vitesse. Ça me permet d'embrayer sur un joueur qui est un peu la superstar de cette équipe, c'est Emmanuel Feyi-Waboso. On le connaît maintenant. C'est ce que Yann me disait juste avant l'émission, mais il n'arrivait pas à prononcer le nom. Ouais, pas facile à prononcer. Ouais. Emmanuel Feyi-Waboso, donc qui est Vas-y. Feyi-Waboso, ouais, donc il est gallois d'origine. Il a commencé sa carrière à Cardiff avant de d'arriver chez les Wasps. Et puis avec la faillite qu'on connaît des Wasps en c'est fin 2022, voilà, il a signé à Exeter, pardon, surtout attiré par le parcours universitaire proposé justement par l'université d'Exeter, qui, je l'ai pas dit, mais c'est une des 15 meilleures en Angleterre, et elle est, je crois, dans le top 100 ou 120 des meilleures universités au monde. Donc c'est aussi, ça permet d'attirer pas mal de jeunes joueurs talentueux, à la tête bien faite, et qui savent aussi très bien jouer au rugby. Donc Feiwa Bosso, ouais, c'est le meilleur marqueur d'essai de cette équipe. C'est aussi, je crois, j'ai vu une stat passer, le joueur qui a battu le plus de défenseurs en club l'année dernière, en 2024, devant Tatafou, par exemple, devant Nignashvili, par exemple. Donc lui, ouais, c'est vraiment le détonateur de cette équipe, mais il se pourrait qu'il soit absent samedi. Alors j'ai cherché un peu des infos. Il s'était blessé contre Sale le 21 décembre. Il s'était luxé l'épaule et depuis il n'a pas joué. Pour l'instant, on n'a pas l'info de savoir s'il sera disponible ou pas samedi. Donc ça pourrait changer beaucoup de choses Ouais. euh, parce que c'est un joueur, voilà, c'est un peu comme je l'ai dit, le fer de lance, un joueur qui a une vitesse peut-être semblable à celle de Biel Biarré. Ce serait intéressant de les voir au sprint tous les deux parce que ça risque d'aller très 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 vite. Donc ce serait un coup dur pour Exeter, ouais, si Feiwa Bosso n'est pas là. Ok. Ensuite, pas mal de petits joueurs intéressants. On peut noter également l'autre ailier, qui est Tommy Wyatt, qui est beaucoup moins connu. Voilà, il a 25 ans, il a jamais eu de sélection avec l'Angleterre, mais il avait mis un doublé contre Toulouse. Il a mis un doublé aussi ce week-end contre Leicester, là, même s'ils ont perdu. Voilà, c'est un joueur intéressant à suivre, qui arrive à casser des plaquages. Également dans le paquet d'avant, on peut noter, ils ont signé en cours de saison Franco Molina, qui est deuxième ligne internationale argentin, qui est arrivé des Dogos, donc un club en Argentine. Euh, Pareil, très très bon joueur. Je pense que c'est vraiment une plus-value de l'avoir dans le pack.
Ensuite, voilà, il y a aussi Ross Vincent qui est le troisième ligne international italien, qui pareil, un joueur très actif, que ce soit au grattage, un gros porteur de balle. Voilà, il y a pas mal de joueurs intéressants, surtout Ok. des jeunes joueurs qui sont formés à Exeter en fait. Beaucoup sont passés par l'université, ont été champions universitaires. Il faut savoir que l'université d'Exeter, c'est l'université qui a gagné le plus de fois le championnat de rugby. C'est vraiment Ok. une machine à gagner. Donc chaque année, il y a des nouveaux talents qui arrivent, qui émergent. Donc voilà, on va dire qu'ils s'appuient beaucoup sur l'université pour développer un Ouais. peu comme leur académie, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce petit aperçu, même très très complet d'Exeter, un peu l'histoire du club, les joueurs majeurs, les points forts, les points faibles. Je crois que Yann, tu avais une question? Ouais, parce que quand tu évoques l'effectif, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a quasiment pas bougé en fait par rapport à l'année dernière. Il s'est même renforcé puisque il y a eu le départ. Bah, nous, on a récupéré un très grand joueur seconde ligne, Johnny Gray, etc., qui sortait pas de ses blessures. Et là, tu me parles de Molina et même du second ligne gallois. Donc, comment tu peux rapidement expliquer bah, ça peut pas être que la charnière qui se casse autant la gueule parce que l'année Ouais. dernière, ils ont été un Avec les blessures de Slade Mm. et du C'est deuxième ça, ligne. ouais, c'est ça. Et En partie, je pense que les blessures de Slade et de Jenkins en début de saison ont vraiment pas aidé, parce que c'est vraiment les deux leaders de cette équipe. Ensuite, mais finalement, l'effectif a beaucoup changé depuis ces dernières années. Depuis le titre, le doublé en 2020, ils ont fait aussi une finale de championnat, je crois, en 2023. Et puis après, il y a eu un exode massif des joueurs. On parle des joueurs qui sont aujourd'hui des références en top 14. Il y a les frères Simmons, donc Joe qui a signé à Pau, Sam qui a signé à Montpellier, Jack Nowell qui a signé à La Rochelle, Harry Williams qui aujourd'hui évolue à Pau aussi. Donc Johnny Gray, on en a parlé. Donc ils ont perdu vraiment énormément de joueurs, notamment à cause du salary cap et de la situation Ouais. financière aussi des clubs anglais. Donc c'est un effectif qui a beaucoup bougé ces dernières années, là qui se stabilise surtout grâce à des jeunes joueurs internationaux, des jeunes joueurs en devenir, et le tout drivé par Rob Baxter qui, avec son passif de directeur du rugby à l'université d'Exeter, voilà, hésite pas à incorporer des jeunes joueurs chaque année pour. C'est un peu le Giroud d'Exeter, quoi. C'est ça, on peut dire ça, ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour l'aperçu. Très complet, c'est parfait. On est prêt pour regarder ça devant notre télé et de voir un peu qui sont ces joueurs. Et Oui, tu voulais rajouter quelque chose? une dernière chose peut-être, c'est juste quelque chose que j'avais noté comme ça, mais il faut savoir à Sandy Park, du coup le stade d'Exeter, les embûts sont très grands. Ok, C'est quelque chose qui est assez inhabituel en Angleterre, où par exemple à Bath, les embûts sont extrêmement petits. C'est assez ouais. dingue. Ouais, on Là, l'avait vu contre La Rochelle, ouais. ils sont vraiment très grands, donc pourquoi pas une spéciale de Loulou, un petit coup de pied à suivre, Ah ou de ouais. Penaud. Donc voilà. Je voulais le noter comme ça. Eh Ça peut ben, en être plus, tu fais une transition toute trouvée pour qu'on parle un peu de qui va jouer. Est-ce que Louis va jouer? Est-ce que Damien va jouer? Bah, vu que tu suis assidûment l'UBB, on va pouvoir faire la petite compo à 3, si ça vous va. Comme d'hab, je vous propose une compo. Alors, évidemment, très tôt dans la semaine, on n'est pas dans la tête du staff ni du coach, donc on va voir si on arrive à faire une compo qui tient la route et qui se rapproche de la compo finale qu'on connaîtra. Alors, je sais jamais du coup avec la Champions si ce sera du coup jeudi ou vendredi, peut-être jeudi du coup. Première ligne, je vous propose Boniface, Sadi. Les trois qui n'ont pas joué titulaire ce week-end à Paris, sachant que sur ces trois-là, il n'y a que Boniface qui a joué, vu que c'était Laterade le remplaçant en talon et que Taoufa était remplaçant au pilier droit. En deuxième ligne, alors là, pas trop le choix. Je mettrais Petit qui était en vacances et Caso. Alors pas trop le choix, mais vous allez me dire, il y a peut-être Ricard, on en reparle juste après. Et en troisième ligne, Swinton, Tatafou et
Mathieu. Alors j'avais mis Samu à la base, Pete Samu, mais dans le dernier point infirmerie communiqué par le club, il est encore en soins, donc visiblement pas apte à jouer. Qu'est-ce que Yann, déjà tu en penses toi de ce pack? Tu peux faire ligne par ligne si tu veux. Ouais, bah déjà, toujours pas la même chose. Là, t'es à 7 changements, pardon, par rapport à l'équipe qui a débuté contre le Stade Français. Et c'est encore un pack solide, quoi. Donc ça, c'est ce que j'aime. Il y a que en 5 où on va pas tourner trop. Mais je pense que, pour moi, il faut que Caso enchaîne. On a de la chance après de recevoir les Sharks, qui, je pense, viendront en tong. Donc, je ferai enchaîner Caso, comme tu dis, en 5 et avec Petit pour amener un peu de la stabilité en touche. Je pense que c'est le bon choix à faire. Moi, ce pack me va. Ok, et en troisième ligne, ça te va aussi? Ouais, même si j'arrive pas à comprendre j'ai l'impression qu'avec Swinton, on refait un peu ce qu'on faisait avec Samu. Donc, parfois il disparaît alors qu'il fait pas forcément des mauvaises prestats, même si il s'est un peu loupé contre l'Ulster. Donc c'est pas impossible qu'on voit un autre 6 à sa place. Il a peut-être plus confiance en Diaby, même si je préfère Swinton. Mais bon, on verra. Après, Swinton a joué les deux matchs de Champions. Alors, Ouais, non, une fois remplaçant contre Leicester et une fois titulaire en Ulster. Je me dis qu'il est non-gif, tu vois, un peu comme Samu. Est-ce que c'est pas l'homme de la Champions à mettre en priorité en moi, troisième ligne? moi je préférais, hein. Mais c'est comme on le voit peu. C'est vrai qu'il a que 300 minutes de jeu. Alors, il avait pris un carton rouge qu'il avait privé de 6 journées contre le Racing, mais c'est vrai qu'il a pas énormément joué depuis. Toi, Léo, ce pack, il te convient? Oui, ça m'a l'air bien. Pas mal de turnover par rapport au match de samedi contre le Stade Français. Et je pense qu'il faut aussi faire en prévision du match face aux Sharks. Alors, on ne sait pas encore le résultat. Je sais que le match va se jouer en même temps que Toulouse Sharks va se jouer en même temps que Ouais. UBB contre Exeter, donc on saura pas vraiment le résultat. Mais Ouais. voilà, on verra. Peut-être que les Sharks, comme tu as dit Yann, viendront avec une équipe un petit peu bis, Sûrement. mais on sait pas encore. Donc après, moi, c'est plus sur les lignes d'arrière où j'avais des petits doutes par rapport à ta compo, Cyril. On va en Bah écoute, parler, ouais. attends, je vais la citer du coup. Et juste effectivement, dans cette compo, on essaie de mettre un peu une compo la plus, pas forcément la plus forte possible, mais en tout cas très compétitive, parce que l'idée c'est quand même d'avoir les 5 points, parce qu'on n'est pas à l'abri que Toulouse, même s'ils ont fait tourner contre La Rochelle, d'ailleurs ils ont ramené un bon point de bonus défensif avec des espoirs pour la plupart. Euh, Ils ont laissé leur cadre au repos justement pour aller à Durban avec un maximum de joueurs performants et le plus frais possible. Donc ils vont viser les 5 points là-bas, mais on n'est pas à l'abri qu'ils fassent un faux pas et nous il faut qu'on puisse en profiter. En tout cas, c'est vrai que notre composition ensuite face aux Sharks dépendra sûrement des deux résultats de ce week-end. Et du coup, en charnière, moi je vous proposais Lucu Carbery. Alors Lucu qui enchaîne et Carbery aussi, parce que moi je vois bien Jalibert revenir à domicile contre les Sharks. Là il était au ski ce week-end. Carbery commence à bien prendre le rythme. Moi je me dis que c'est cohérent et que ça voyage bien comme ça. Yann? Bah bon, si Jalibert il est vraiment au ski, parce qu'il a fait, en plus il a fait un post Insta, je pense quand même qu'il peut jouer, tu vois. Moi je le ferais jouer parce qu'en plus il nous reste quoi? Il nous reste 3 matchs avant la trêve internationale où il risque de faire un mois de repos Ouais. avec Max. Donc je pense qu'eux, la charnière, il faudra la pousser. Alors après, s'il y a le moins de risques, on retarde. Mais vu que il fait des pistes bleues, je pense il peut nous aider, quoi. Alors je sais pas s'il a passé son flocon ou pas, hein, donc piste bleue je suis pas sûr. Mais en soi je suis assez d'accord avec toi. La semaine dernière on disait qu'il fallait qu'il prenne son temps, que les blessures il y en avait assez. Bon là ce week-end tu vois qu'il est au ski, tu te dis bah en fait mec bah joue parce que si tu prends le risque de te péter au ski, bah, en fait plutôt prends le risque de te péter en jouant parce que ça a pas de sens un joueur blessé ou en tout cas qui revient de blessure qui s'affiche en snow sur Insta. Donc effectivement, j'avais fait la compo avant de voir ces stories. Toi, Léo, plutôt Carberry ou Jalibert pour ce week-end? Bah, c'est sûr que sa petite story au ski montre qu'il a l'air plutôt apte à jouer. Donc, du coup, s'il est apte, pourquoi pas le mettre. Après, voilà, dans la ligne arrière, ouais, je verrais bien une équipe un peu type quand même, avec si on peut
Bielbiarré, Penaud. Si Bureau est en forme, il m'a l'air d'être en forme, on en aura besoin aussi. Donc voilà, faudra pas envoyer une équipe trop bancale quand même, parce que Exeter va se donner à fond devant son public. Et Oui, et puis c'est 5 points obligatoires. Donc, mais c'est pour ça que moi, dans ma compo, du coup, pour la finir, je mettais sur les ailes Penaud et Bielbiarré, donc les deux titulaires indiscutables, et au centre, Van Rensburg et Moefana, et avec Buros, du coup, à l'arrière, donc ce qui fait quand même une ligne arrière très très compétitive, quasiment une ligne arrière type. En ajoutant Gélibert et De Porter dans ma compo, ça fait une ligne arrière type. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres joueurs à mettre? Retière, par exemple? Ouais, Retière, il pourrait être intégré. Moi, je mettrais deux porteurs quand même au repos. Je te suis là sur ce Ouais. coup-là parce que depuis Montpellier, il enchaîne. Ce serait bien qu'il ait, parce que lui, il y a de fortes chances par contre que pendant un mois, il cravache parce que Gaël Ficou est pété pour le tournoi, donc c'est pas possible qu'il soit titulaire pendant le tour destination. Donc ce serait bien lui qu'il ait une petite plage de repos et je pense que Van Rensburg, Moefana, c'est suffisamment costaud pour embêter l'équipe adverse, tu vois. Et pourquoi pas Bentapoy d'ailleurs? Ouais, les non-gifs, est-ce que c'est pas sur ce genre de match qu'il faut le mettre, sachant qu'il a été satisfaisant, comme on l'a dit tout à l'heure, à Paris? C'est vrai, mais je préfère quand même Van Rensburg. Voilà. Bon, après c'est un choix personnel. Après, oui, je pense qu'on préfère tous Van Rensburg, mais tu vois, Bentapoy pourrait faire la maille. Toi, Léo, cette ligne de trois quarts, elle te convient? Ouais, me convient. Je trouve que ouais, Bentapoy a fait un très bon match samedi là. J'étais au stade et il a été en fait à chaque fois qu'il joue, il est plutôt bon, mais il joue pas Ouais. souvent. Donc il gagnera à avoir du temps de jeu, un peu comme Ricard. Je pense que ça va être le cas en deuxième ligne. Ouais. Mais voilà, après Van Rensburg, c'est plutôt ouais, on va dire une valeur sûre si tu veux aller péter dans la défense, c'est sûr. En face, Ouais, il y il aime aura ça, hein. sûrement un All Black qui est Tama Titua, qui est arrivé cet été aussi d'Exeter, enfin à Exeter, pardon, et qui est ouais un 12 assez puissant aussi, qui a pas mal de mains pour faire jouer derrière lui. Donc voilà, il va falloir du répondant en face. Donc Van Rensburg, c'est pas mal. Et pour revenir un peu sur la seconde ligne, et je pense qu'on terminera là-dessus pour la compo, j'ai vu par exemple Raphaël Ibanez sur X qui a parlé de Ngambous, qu'on avait vu pareil comme Romain Gardera en préparation, qui avait été très bon. Euh, Comme possibilité, alors soit en remplaçant ou en Titus, Yann, ça te paraît un peu prématuré ou c'est une possibilité? Alors je sais pas s'il est pas blessé, mais s'il est apte. Alors c'est une possibilité, même si on voit comme Romain ce week-end, bon, ça reste encore des joueurs un peu tendres, mais bon, dans un pack, si t'as Big Ben à droite, c'est vrai que tu le verras moins. C'est pour ça que je pense que le staff attendra peut-être un match de top 14 ou un match de doublon pour le lancer, plus qu'un match de Champions. Parce que là, je pense que ça fait beaucoup, surtout que là, en fait, il faut le max de points. Alors c'est pas parce qu'il va jouer qu'on va perdre des points, hein, mais je Bien pense sûr. que dans les deux matchs qui vont suivre, on aura quasiment que l'équipe type, quoi. Enfin, je vois pas rajouter un espoir comme ça. Je pense que même Ricard, qui a joué à Colomiers à ce poste, même s'il est un peu léger comme 5, je pense qu'ils vont préférer ça que mettre un jeune espoir. Ok. Oui, plutôt Ricard en 5 que Ngambous, par exemple. Ouais, je pense. Ok, bah écoutez, en tout cas, ça fait une belle compo, bien, bien compétitive. Léo, merci beaucoup pour ton temps, de nous avoir décrypté cette équipe d'Exeter. On a hâte de les voir jouer face à nous ce samedi à 16h15. Comment il s'appelle le stade? Sandy Park. À Sandy Park, sous un Ouais. beau soleil anglais, on espère, mais on n'y croit pas trop. On te retrouve du coup sur la page Alter Rugby. T'es uniquement sur X? C'est ça, ouais. Uniquement sur Twitter, ouais. Enfin, X aujourd'hui, bien sûr. Bah écoute, on mettra du coup le arrobase de ton compte dans la description pour que tout le monde puisse aller suivre ton compte qui est passionnant et super intéressant pour les gens comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose au rugby
anglais ou même d'ailleurs. Merci beaucoup, Léo. Merci à vous les gars et puis bonne continuation et voilà, on espère quand même une victoire de l'UBB samedi. Évidemment, et en tout cas, nous, de notre côté, 5 points. Ouais, on veut les 5 points. Et de notre côté, du coup, on file regarder les actus du club. On va tout casser là, c'est la décennie vague là. On va faire rêver. Si on pète pas le boulard, ça va aller. Et concernant les actus, alors premier point, on l'a mentionné pendant les points positifs quand on mentionnait la deuxième ligne. Adam Coleman, du coup, blessé. Sud-Ouest parle du coup d'une blessure à la cuisse, lésion probablement aux ischio. Bon, on attend des nouvelles d'Adam Coleman, sûrement des petites nouvelles lors du prochain point infirmerie du club. On a toujours Pete Samu, Mathis Perchaud de mémoire, Johnny Gray, Sipili Falatea qui sont aux soins. Infirmerie qui avait tendance à plutôt, et Pierre Bouchaton, et qui a tendance à plutôt se réduire, mais là on perd quand même une belle pièce qui rejoint cette infirmerie. Autre nouvelle, prolongation de Conorsa pour 2 saisons. Donc ça c'est quand même une très très bonne nouvelle parce que ça faisait quelques semaines que c'était en pourparlers. Là c'est officiel, enfin pas encore officialisé par le club. On espère avoir une jolie annonce très très bientôt, mais ça c'est quand même une super nouvelle. Ouais, je suis content. C'est un peu mon petit poulain. Connor, je trouve qu'il a il a bien récupéré de ses saisons où il a pas eu de chance. Il a eu un prêt à Carcassonne où c'est un peu été cataclysmique après une grosse blessure au tendon d'Achille et voilà, et même il a eu même une petite blessure en début de saison, mais voilà, il a gagné sa place. Je suis très content. Je pense c'est un très bon élément. Je pense qu'en talon, on commence à être pas mal avec le recrutement de Barlow. On a ça. On a visiblement un petit Sud-Africain Everett qui Oui, Everett, ouais. Christian. Qui impressionne tout le monde parce qu'il s'entraîne tout le temps avec les pros alors qu'il est même pas éligible. Donc c'est plutôt encourageant. Donc voilà. Donc un secteur où on avait un peu de mal, on va commencer à devenir performant et ça fait plaisir. Ouais, non, clairement, on va avoir de la profondeur, des petits jeunes qui arrivent. Là-dessus, on n'a pas les mêmes problèmes que le Racing, par exemple, qui met à pied ses talonneurs. Nous, là-dessus, on touche du bois pour que ça continue comme ça. Autre nouvelle aussi, alors nous, on enregistre le lundi soir et j'ai vu que la belle page Twitter Saturnoval avait relayé les propos de Laurent Marty dans TV7 chez Dorian Malvezin, qui parle du coup de Tevita Tatafou. Enfin, il parle d'un pilier. On pense que c'est Tevita Tatafou de Bayonne et qui dit que en fait, il y a des clauses qui sont formulées de façon un peu de telle manière à ce que ça complique les choses. Il dit exactement et il indique aussi que la clause de sortie est bien là et signée, mais visiblement, il y a une petite bataille d'avocats ou en tout cas de juristes sur les modalités, mais visiblement ça commence à sentir bon pour Tevita si le président fait ce genre de sortie. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça qu'il faut dire parce que c'est quand même, on a quand même un président qui est assez discret, notamment sur les transferts, parce qu'il a eu des convenus, notamment des mecs qui venaient pas avoir signé pré-contrat. Donc voilà. Là, le fait de dire que nous allons trouver une solution, pour moi, c'est quasiment fait, quoi. Voilà. Le fait qu'il dit on va essayer de trouver une solution, on va trouver une solution. Je pense que là, c'est juste une histoire de sous. Donc ça va se négocier entre le président Tabieb et notre cher président Monsieur Marty. Donc voilà, on lui fait confiance. Je pense que c'est l'homme de l'UBB et donc c'est lui qui l'a construit en grande partie, qui l'a façonné. Donc je suis pas inquiet, il se trompe rarement quand c'est lui qui s'occupe du recrutement. Ouais, d'ailleurs, toujours au sujet du recrutement, Saturnoval, du coup, relaie aussi les propos concernant la fin du recrutement. Donc, il indique qu'il reste encore des postes à pourvoir, que le recrutement n'est pas clos, mais qu'évidemment, il y a des enjeux de salary cap, de GIF, de non-GIF, des internationaux. Donc, c'est quand même une science assez complexe. Mais en tout cas, on sait et on voit du coup avec le recrutement qui a été fait pour cette saison que ça bosse quand même très très bien dans les bureaux de l'UBB et on pas de doute là-dessus, plus qu'à attendre des jolis noms qui vont être annoncés en fin de saison. Mais en tout cas, bon, on a encore des joueurs qui devraient arriver, des prolongations potentiellement qui seront faites.
Donc ça devrait se décanter tout doucement au cours des prochaines semaines. Comme ça, je ferai plein de vidéos. Et oui, des vidéos pour nous présenter les recrues. futurs joueurs. On attend du coup Jean-Luc Duprez, Gaëtan Barlow. Alors Duprez, j'ai fait une petite vidéo. Oui, mais tu pourras en faire plusieurs. Bah après, je ferai une sorte de best-of, quoi. Mais bon, il faut que j'ai les matchs. Mais j'ai déjà fait Mousquet, mais je pense qu'il va faire 3 matchs dans l'année, lui. Allez, il va être mis au placard. J'en ai peur un peu. Alors, Chan Mousquet, du coup, de l'Aviron. Bon, jeune espoir de l'Aviron. L'Aviron, forcément pas très content que Mousquet choisisse du bébé. Il risque d'être mis au frigo et de plus trop jouer la fin de saison, même si après, voilà, c'est une possibilité. Après, il risque aussi vu comment il est fort, de jouer et de bien aider l'Aviron bayonnais en cette fin de saison. Pour finir les actus, les Réchelles ne jouaient pas, ni les Lyon. Par contre, les Réchelles jouent ce samedi à Pau, les Réchelles de l'UBB qui sont 3e face à Pau qui est 8e. Et il faudra confirmer du coup le bon résultat obtenu à La Rochelle. Voilà, donc à suivre. On réitère du coup notre lettre au Papa Noël pour les vidéos des matchs des espoirs, même si bon, peut-être pour l'an prochain, quoi. Mais voilà pour les actus. Conorsa, des news du CAF Tatafou et des blessés. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la présentation de notre ancienne vedette. Présentez-vous qui je suis. Les gars, qui je suis. Et le retour du quiz pour présenter cet ancien joueur de l'UBB qui est resté 6 saisons, mais qui a la particularité d'avoir joué au cinéma et pas dans n'importe quel film, puisqu'il a joué dans Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que je l'ai direct. Yann... Ouais, je l'ai direct. Qui est-il alors? Matthew Clarkin. C'est un peu le goth. Le mec a joué dans Le Seigneur des Anneaux, un Nazgûl. Incroyable. Et ça ne s'est pas donné à tout le monde. Ah non, pas du tout, là. C'est une star, quoi. C'est une star mondiale. En tout cas, il a joué surtout à l'UBB. Il a d'abord joué au CABBG, puis il est parti à Montauban pour revenir ensuite à l'Union Bordeaux-Bègles en 2010 où il a été capitaine. Il est resté 6 saisons. Matthew Clarkin, qui est né en 81 en Angleterre, qui est néo-zélandais et qui joue au poste de 3e ligne. Yann, toi qui l'as beaucoup vu jouer, est-ce que tu peux nous présenter un peu le joueur et ensuite, pourquoi pas, sa carrière d'entraîneur? En tant que joueur, moi ce que j'adorais chez lui, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il a fini entraîneur, c'est qu'il était extrêmement intelligent. Vraiment alors il avait toujours ce côté combattant, mais à la différence d'un Madol ou Purle, bon peut-être qu'on parlera plus loin, c'était un joueur qui tu sentais que il avait énormément de QI rugby et que finalement pour un 8 il n'avait pas un physique ultra monstrueux, mais par contre il arrivait à compenser par son intelligence de jeu en cherchant les intervalles, tu vois, avec une science aussi en touche, un meneur d'hommes. Donc c'est pas pour rien de toute façon qu'il a été capitaine chez nous. Et c'est vrai que c'est un joueur vraiment très intéressant et qui après a basculé de manière assez évidente dans une carrière d'entraîneur. Alors je sais pas actuellement où il est, s'il est toujours à Biarritz, parce qu'à un moment il était au Biarritz Olympique où il a eu non, il a quitté le BO, ouais, à la fin de la saison dernière. Ok. Ouais, il a suivi, pardon, du coup je lis un peu sa fiche Wikipédia. Vas-y. Il a suivi Jean-Baptiste Aldiger au Stade Niçois. Ah ok, d'accord. Qui a été promu en Pro D2 la saison dernière. Il est directeur sportif au Soleil à Nice. Ouais, effectivement, c'est un homme de main d'Aldiger et c'est vrai qu'il a été très proche de lui. Donc, mais voilà, donc c'est vraiment lui. Ce que je retiendrai, voilà, c'est ce 8 intelligent. Qui a été un vrai meneur d'hommes dans cette 3e ligne bordelaise. D'ailleurs, c'était à l'époque où j'étais encore en espoir, tu vois. Donc, effectivement, c'est l'époque où on bataillait pour le maintien et où on rêvait encore du top 6, quoi. Et maintenant, on n'en rêve plus. On l'est, ouais. Mais... On rêve d'autre chose. Avant, c'était une souffrance, hein. Tous les ans. Fini 7e, 8e. Tous les ans.
Bon, mais en tout cas, voici pour Matthew Clarkin, gros joueur, un des joueurs emblématiques de l'UBB, du pack d'avant. D'ailleurs, je crois qu'il a quitté le club en même temps que Eni Adams, qui lui est toujours au club, qu'on présentera peut-être dans les prochaines émissions. En tout cas, c'est tout pour cet épisode qui a duré encore une fois plus qu'une bonne heure. Merci beaucoup pour votre écoute. C'est toujours un plaisir, nous, d'échanger et d'avoir surtout vos retours qu'on peut avoir sur Instagram ou sur Twitter. Donc, un immense merci à ceux qui nous suivent, qui partagent le podcast avec leurs potes ou leur famille. N'hésitez pas à le faire. Nous, on est ravis de voir que petit à petit, on a un petit peu plus d'auditeurs semaine après semaine. Donc c'est un régal. Merci beaucoup, Yann, pour encore une fois ton expertise rugbystique. Ouais, ben merci surtout à toi, parce que bon, il faut savoir que là, moi, je vais tranquillement me doucher, aller au lit. Cyril, lui, va pouvoir se taper le montage et peut-être finir jusqu'à minuit. Donc, Ouais, merci beaucoup, parce que sans lui, il n'y aurait pas d'émission, pas de podcast. c'est la vie qu'on a décidé de mener, écoute. Écoute, merci Yann. Très bonne année à toi et à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cet épisode. Et puis on se dit à samedi pour le match. Allez, ciao. Ciao.